6h30 sur RTI 1, bienvenue dans ces 15 minutes d'information matinale. La Côte d'Ivoire continue d'affûter ses armes pour son autosuffisance en riz. Le vice-président de la République, Tiemoko Meliette Kone, reçoit le ministre sud-coréen de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Au menu de cette audience, un projet agricole pour l'augmentation de la production nationale de riz. On en sait plus avec Viviane Aïmé. La Côte d'Ivoire va bénéficier au même titre que 8 autres pays africains du grand projet baptisé Ceinture du riz coréen, initié par la République de Corée dans le cadre de son aide publique au développement. L'objectif, aider ces différents pays à développer leur production locale de riz afin de réduire leur dépendance aux importations. Présent à Abidjan dans le cadre de la signature du protocole d'accord avec le gouvernement ivoirien, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de la République de Corée, Chung Wang-keun, s'est entretenu ce jeudi 19 octobre au palais présidentiel avec le vice-président de la République, Kone Tiemoko Meliette. Le ministre sud-coréen a exprimé la réelle volonté et la disponibilité de son pays à apporter son expertise à la Côte d'Ivoire en raison de liens historiques entre les deux pays. La Côte d'Ivoire, c'est le tout premier pays africain avec lequel la Corée du Sud avait établi des relations diplomatiques. Et la Côte d'Ivoire constitue un pays de plaque tournante dans l'Afrique de l'Ouest, s'agissant de la coopération internationale du gouvernement coréen. Et justement, lors de l'Assemblée générale à New York des Nations Unies, Monsieur le vice-président Kone avait eu un entretien avec son Excellence Monsieur le Président de la République de Corée. Et dans le cadre des mesures de suivi suite à cet entretien, dont je suis venue ici en Côte d'Ivoire pour approfondir les échanges et de coopération avec la Côte d'Ivoire. Et nous avons le projet K-Rice Belt, la ceinture du riz coréen, lancé par le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales de la Corée du Sud. Nous avons conclu le protocole d'accord avec votre gouvernement. Donc ce sont des sujets que nous avons abordés lors de l'entretien avec monsieur le vice-président. Et la Corée du Sud dispose d'expérience et technologies concernant une croissance rapide et intense de son économie. Et dans ces secteurs-là, nous allons coopérer de manière très étroite et ces liens de coopération seront réciproquement bénéfiques. D'une superficie d'à peine 100 210 km², la République de Corée est membre du G20, le groupe des 20 pays les plus industrialisés du monde. Elle occupe le rang de 10e économie mondiale et 6e exportateur mondial. Dans le domaine de la santé, une question sur la table des experts. Comment financer l'industrie pharmaceutique? L'Ordre des pharmaciens ouvre les réflexions et c'est en présence de Christ Diomandé et Abou Sanogo. Identifier les systèmes de financement spécifiques au secteur pharmaceutique, former les pharmaciens sur le montage d'un projet de financement et informer les pharmaciens sur le processus de création d'une industrie pharmaceutique sont entre autres les objectifs de la 10e édition des Journées de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Pour atteindre ces objectifs, il faut franchir un certain nombre de paliers. Il faut un environnement à la fois juridique et un espace qui sera dédié à l'industrie pharmaceutique. Mais au-delà de tout ça, il faut le financement. Et c'est ainsi que nous avons donc ensemble décidé, avec les expériences des autres pays, parmi les pays invités, à venir voir quels sont les mécanismes qu'on pourra mettre en place pour assurer le financement de l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire, de sorte qu'on puisse être autosuffisant. Face à plusieurs défis en matière de financement de l'activité pharmaceutique, notamment le manque de ressources financières dédiées à l'industrialisation, la dépendance vis-à-vis des financements extérieurs provenant d'organisations internationales, il est temps de réfléchir et de trouver des voies et moyens pour mobiliser un financement selon le parrain. Solliciter des expertises diverses pour nous permettre de nous accompagner dans ce volet-là et aussi l'accompagnement que nous attendons de ce point de vue de l'État de Côte d'Ivoire qui a également un rôle important en termes de
de santé des populations. Cette édition, c'est un véritable engouement. Des échanges de connaissances entre pharmaciens ivoiriens et ceux venus de l'extérieur. Il y a un véritable engouement pour les relations, un échange entre les Africains, Sud-Sud, un enrichissement Sud-Sud, un partage d'expériences, en l'occurrence aujourd'hui sur les modalités d'investissement dans les différents pays. C'est vraiment une réussite. Rassembler l'ensemble des pharmaciens qui sont les meilleurs spécialistes du médicament, débattre des enjeux actuels du secteur pharmaceutique. Je pense que c'est une édition qu'il faut mettre au centre aussi des préoccupations de nos États, notamment la couverture maladie universelle. Et le thème de cette année, le financement de l'activité pharmaceutique, c'est très important pour que les pharmaciens puissent maîtriser non seulement la chaîne de production, mais également jouer convenablement leur rôle en tant qu'acteurs de santé. Ces différentes journées de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire ont été meublées par des stands de produits pharmaceutiques de plusieurs pays africains. Pour rappel, ces journées représentent depuis 24 ans la confraternité, l'union et la mise avant du savoir-faire des pharmaciens. Direction le plateau pour le mot de l'économie. La commune des affaires abrite le forum sur l'innovation et la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Un rendez-vous de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. De nombreux experts sont sur place pour définir les ingrédients d'une économie plus performante. Juliette Ouéa. Place de l'innovation dans l'accélération de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. C'est le thème de ce forum organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Les secteurs de l'agriculture et de l'agro-industrie ont toujours été des atouts majeurs dans la stratégie de développement de l'économie ivoirienne. Nous devons donc les promouvoir. C'est donc à juste titre que l'État de Côte d'Ivoire a priorisé dans le cadre global de l'action publique la transformation structurelle de son économie par l'industrialisation au travers du Plan national de développement 2021-2025. Des experts économistes nationaux et internationaux planchent sur le sujet. Selon le professeur Alban Aouré, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, pour accroître la compétitivité de son économie, la Côte d'Ivoire doit renforcer son industrie manufacturière, industrie basée sur le secteur agroalimentaire. Lorsqu'on parle de transformation structurelle, nous passons d'une économie dominée par l'agriculture à une économie dominée par l'industrie, généralement, ensuite par les services. Alors nous remarquons que l'économie de la Côte d'Ivoire, initialement dominée par l'agriculture, est aujourd'hui dominée par les services. Les services et la part de l'industrie dans l'économie oscille entre 20 et 30%, ce qui est insuffisant en termes de dynamisme. Alors il faut aller plus vite et accélérer cette transformation structurelle, cette industrialisation. Cela tient d'abord à ce qu'on appelle tout simplement le cadre des activités, dans le climat des affaires. Mettre l'accent sur l'accès au crédit, sur l'accès aux compétences. Plusieurs panels meublent le forum sur l'innovation et la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Le chiffre du jour, c'est dans l'éducation et c'est bien 5000. 5000 prises en charge pour les élèves de la commune de Yopougon. Derrière cette bouffée d'oxygène pour les parents d'élèves de la plus grande commune de Côte d'Ivoire se trouve le maire Adama Bictogo, le tout nouveau maire élu de Yopougon. Prise en charge scolaire pour les élèves de la commune de Yopougon. L'initiative de la mairie vise à soulager les parents pour la scolarisation de leurs enfants. Je suis très heureux de recevoir cette prise en charge pour ma fille Kadiolinda. Monsieur le maire est venu nous soulager, nous les parents. Ma mère est venue déposer mes extraits de naissance, mon nom. On a même pensé qu'on n'allait pas avoir la prise en charge vu qu'on est venu un peu en retard. Ça a été une surprise pour moi de voir que j'ai eu la prise en charge. C'est vraiment très bon d'avoir cette prise en charge là. Ça soulage vraiment les parents, surtout moi mes parents parce qu'on n'a pas de moyens. Au total, 5000 prises en charge sont disponibles en ce début d'année scolaire. Le donateur, le maire de la commune Adama Bictogo, prévoit une augmentation du nombre. Cette année, c'est 5000, mais nous devons viser 10 000 l'année prochaine. Il y aura donc 10 000 familles qui vont bénéficier l'année prochaine.
Pour accompagner la cérémonie d'aujourd'hui, nous allons à nouveau étudier 1000 cas nouveaux pour passer de 5000 à 6000 d'ici le 15 novembre. En plus des élèves du secondaire, les apprenants de l'enseignement supérieur vont bénéficier eux aussi de prise en charge grâce à la collaboration avec une université privée. J'ai donc décidé d'offrir 200 prises en charge aux enfants qui ont eu le bac pour pouvoir faire des cours de sciences éco et de droit dans cette université. Les prises en charge distribuées concernent 68 écoles secondaires, 15 établissements supérieurs et 2 centres de formation qualifiantes. Demain, samedi 21 octobre, marque la journée africaine des droits de l'homme. Une occasion, une fois encore, de promouvoir et de protéger les droits de l'homme sur le continent africain. Faisons un peu de littérature avec le burn-out en Afrique. C'est une œuvre sur le stress chronique au travail. Le tout premier de son auteur, Nelly Loboué, elle instruit sur les causes et les conséquences du stress au travail. Elle propose surtout les voies pour en venir à bout et tout ça à partir de son propre exemple. C'est donc une œuvre autobiographique, nous dit Serge Pacom Didi. Sur la voie de l'épanouissement professionnel, le burn-out en Afrique, comment en venir à bout et mon journal de vie sont les 2 premières sorties livresques de Nelly Loboué Mendonça. Ces 2 œuvres autobiographiques relatent l'histoire d'une affranchie des effets du stress au travail. Elles contiennent des ateliers pratiques destinés aux personnes souffrant du syndrome du burn-out, état de fatigue intense causé par le stress au travail. L'auteur instruit sur l'impact de ce phénomène dont elle a été elle-même une victime. C'est un livre et un journal de vie pour aider en fait les personnes en situation de burn-out à se prendre en charge en fait, parce que quand on est dans cette situation, on ne veut pas forcément parler à quelqu'un. C'est un cri de cœur pour moi de pouvoir parler de ce phénomène-là parce qu'il détruit des familles, il détruit des vies. Une fois la page sombre de cette trajectoire de vie tournée, Nelly Loboué Mendonça s'est engagée à trouver sa voie grâce au réconfort divin dans la décoration intérieure, l'aménagement d'espace et le désencombrement appris à l'école d'architecture. Effectivement, le burn-out, c'est un mal que les gens ne connaissent pas. Et donc moi, déjà en lisant la préface de l'œuvre, je me suis un peu retrouvée dedans. Donc je pense que c'est bienvenu. C'est une belle initiative qu'elle a prise de montrer à la face du monde un problème qui se pose dans toutes les administrations. Ces 2 ouvrages renseignent sur les premiers symptômes du burn-out, se manifestant par un stress chronique au travail. L'hystérie, la colère. L'auteur décide d'en parler dans son ouvrage parce qu'il détruit des familles, des vies et même des entreprises. Voilà, le reportage de Serge Pacom Didi est commenté pour vous par Angela Diallo. En bref, au Niger, la junte au pouvoir accuse le président renversé Mohamed Bazoum de tentative d'évasion. C'est ici qu'on s'arrête. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, le flash de 10h. Restez sur RTI 1.